D'accord. Bon, ben, comme on a déjà dit, bonsoir à tout le monde qui, euh, qui sont avec nous. Nous allons commencer ce soir maintenant. Alors, comme d'habitude, sur le panneau du séminaire de web devant vous, il y a une boîte où vous pouvez écrire vos questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de demander. Et puis, à la fin du séminaire, nous allons essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, une autre question qui, plusieurs fois, c'est venu, et où est-ce que nous pouvons trouver les anciens modules? Alors, pour commencer, nous allons introduire notre module ce soir. Alors, ce soir, nous allons parler et regarder à plusieurs exemples de comment arbitrer le plaquage et le rock. Alors, juste avant de commencer, comme j'ai dit, il y avait plusieurs questions de où nous pouvons trouver les séminaires de web qui sont déjà passés cette année. Alors, sur le site YouTube, sur le site, la page de Rugby Canada Communication, il y a une playlist là qui a tous les séminaires de web déjà enregistré. Alors, vous pouvez retourner ici sur cette page pour essayer de trouver les modules que vous voulez regarder. Alors, le premier, deuxième, troisième, évidemment, et demain, nous allons avoir le quatrième séminaire. Alors, pour vos informations, c'est là où vous pouvez tout trouver. Du coup, nous allons continuer ici avec nos objectifs ce soir. Alors, par la fin du séminaire, vous comme participants, vous allez avoir une compréhension claire des lois du jeu en ce qui concerne le plaquage et le rock. Nous allons pas forcément décrire ou être explicite avec tous les lois du jeu exactes. Par contre, nous allons être sûrs d'avoir tous les infos et les lois spécifiques, les définitions que nous avons besoin quand nous allons sortir pour arbitrer. Vous serez présenté avec des images claires d'actions positives qui devraient être récompensées par soit la défense, soit l'attaque. Vous allez, on espère, comprendre comment le contexte du jeu peut influencer notre besoin d'arbitrer ou gérer certaines situations. Et finalement, de comprendre encore comment sanctionner le jeu déloyal dans cette phase du jeu. Une phase certainement assez importante pour être strict avec nos standards. Alors, comme nous faisons à chaque séminaire, nous allons regarder comment est-ce que cet module est lié au profil de l'arbitre. Alors, pour aujourd'hui, évidemment, l'arbitrage du plaquage et le rock par rapport à ce profil. Alors, comme la plupart de nos sujets au cours de l'année, nous allons toucher à toutes les compétences du profil dans une manière ou autre. Par contre, pour aujourd'hui, les plus importants sont évidemment le plaqueur ou aide-plaqueur qui relâche et s'écarte, les joueurs qui arrivent, entrent par la porte du plaquage. Nous voulons, dans la troisième fondation ici, tactique, nous voulons récompenser les bonnes luttes. On veut appliquer notre jugement du contexte qui est aussi dans cette phase tactique ou aspect tactique de nos compétences. Et finalement, évidemment, avoir une tolérance zéro pour le jeu déloyal. Alors, nous allons regarder certains aspects de ces facteurs clés techniques avec des exemples vidéo, mais aussi regarder avec des exemples vidéo comment nous appliquons ces facteurs clés d'une manière tactique, ce qui, je pense, va nous bien aider au cours de l'année. Alors, nous voulons regarder les individus et leur rôle au plaquage et au rock. C'est important que nous avons une idée de ce que nous voulons voir les joueurs faire en contexte des lois du jeu.
Par contre, comme on a fait avec la troisième module sur le positionnement, nous voulons trouver une manière pour nous préparer pour la réussite. Alors, il n'y a rien que nous allons discuter qui est important si nous ne sommes pas dans une position sur le terrain pour voir ce qui est pertinent. Ça veut dire que si nous ne sommes pas dans une bonne position de voir les actions dans cette phase de plaquage et rock, ben les infractions, nous ne serons pas capables de les voir et finalement, évidemment, nous serons pas capables d'avoir des décisions ou de faire des décisions qui sont correctes ou bien sûr de gérer cette phase du jeu peut-être. Alors, nous voulons être sûrs de vraiment travailler sur cette arrivée au plaquage et au rock à 45 degrés sur le côté de l'attaque. Alors, comme nous avons dit, le séminaire du web de module 3 sur le positionnement que je vous ai déjà fait voir et en ligne et vous pouvez, quand vous voulez, regarder ce module encore une fois pour se rafraîchir. Alors, sans cette concentration sur cette phase du jeu ou cet aspect technique d'arbitrage, nous aurons probablement pas avoir beaucoup de succès à être capable de gérer cette phase du jeu. Et finalement, nous voulons, avant de gérer une séquence de plaquage et rock, nous voulons vraiment concentrer sur est-ce que le plaquage est-il sécuritaire. Sinon, ben, évidemment, il y a une décision à faire avant que le reste qui poursuit se démarre sur le terrain. Deuxièmement, nous voulons évidemment avoir une processus de prise de décision. Alors, j'ai mis l'image ici et merci à Free Digital Photos pour avoir cette image en ligne. Mais ce que je voulais essayer de faire voir avec cette image, c'est que à presque chaque plaquage ou rock scénario, ils sont tous un peu différents. Alors, comment nous appliquons les lois et notre gestion de ces phases pour être capable d'essayer de continuer à jouer, avoir un peu de continuité, peut être différent à chaque phase. Alors, nous voulons être sûrs d'avoir un processus qui est assez simple parce que sinon, nous allons vraiment pas avoir beaucoup de succès. Alors, la première chose, c'est évidemment d'observer ce qui arrive. Alors, nous commençons sur cette 45 à cette phase du jeu pour observer le contest. Nous voulons prendre la première décision si il y a quelque chose qui arrive, une infraction ou quelque chose qui ne regarde pas bien. La première question que nous devons nous demander, c'est est-ce que ça a un effet sur le jeu? Et après, il y a l'action. Est-ce que on joue parce que ça n'avait pas un effet sur le jeu? Et de décider que ça n'a pas à voir, que cette action n'a pas un effet sur le jeu est évidemment une décision quand même. Est-ce que c'est une situation que nous devons gérer? Si nous ne pouvons pas gérer cette phase, ben, est-ce qu'on joue avantage? Est-ce qu'on va direct à une pénalité? Ou est-ce que la décision, c'est un mêlée? J'ai mis mêlée comme dernier parce qu'il y a très peu de phases ou de décisions qui se prend au plaquage et au rock qui ont un résultat d'un mêlée. Alors, c'est probablement pas une décision que nous allons prendre. Par contre, s'il y a un rock qui est vraiment pas très vite et qui prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de joueurs au sol et nous avons vraiment pas une décision à prendre, on sait là peut-être on va avec un rock qui n'est pas complété et on recommence le jeu avec un mêlée. C'est vraiment quelque chose qu'on veut pas trop utiliser, probablement au maximum une ou deux fois par match. Et la raison est parce que c'est souvent perçu comme, ou ça se perçoit comme une prise de décision par un arbitre qui n'a pas un sens de ce qui arrive au sol ou aux phases de plaquage et au rock. Alors,
Pour la plupart du temps, on veut décider si ça joue ou si nous avons une pénalité et si on peut jouer un peu davantage. Alors là, ça nous donne une base pour qu'on puisse regarder la reste de la présentation qui va nous aider avec nos décisions dans certains instants. Pour commencer, par contre, il y a des standards minimums. Alors, le rôle des plaqueurs et plaqueurs, ils ne peuvent pas influencer le contest pour le ballon. Alors, j'ai utilisé ces mots-là spécifiquement parce qu'on ne veut pas toujours dire ils doivent relâcher. Oui, ils doivent relâcher le ballon, mais s'ils sont encore sur le joueur au sol ou le joueur qui a été plaqué aux jambes et le ballon est à 1 mètre ou 2 mètres de ce joueur, il y a quand même un contest ou il n'y a pas un contest et on peut continuer à jouer. Nous allons probablement, j'espère, pas pénaliser cette plaqueur pour ne pas avoir relâché le joueur au sol. Alors, la situation va nous dire oui ou non, est-ce qu'on doit le pénaliser? Par contre, on veut être sûr qu'il ne peut pas influencer le contest pour le ballon. Alors, nous allons regarder des exemples spécifiques, mais on veut qu'il vraiment relâche clairement et s'écarte du ballon. Et c'est un non négociable. Alors, voici quelques exemples. Nous allons regarder le clip et après, on va le regarder encore une fois après. Tackle! Out goal! Alors, une décision assez claire ici pour l'arbitre. Il essaie de gérer cette phase. Alors, on voit, il essaie de demander le numéro 3 jaune ici de s'écarter. Par contre, il avait encore sa main sur le ballon. Le ballon n'est pas clairement gagné par l'équipe attaquant où il devra y être. Alors, c'est une décision assez claire pour l'arbitre de siffler une pénalité pour le tacleur, le plaqueur qui ne relâche pas. Deuxième exemple. Tackler, roll away. Tackler, roll to the side. Alors, c'est clair qu'on est très tôt dans le match, c'est 0-0. Je pense que c'était en fait dans les premiers 5 minutes. Et c'est un excellent exemple d'une pénalité qui nous donne une bonne fondation pour le reste du match à ce que les joueurs ils devraient attendre de l'arbitre. Alors, cet exemple est encore une fois assez clair. On a le joueur au sol ici rouge qui ne bouge pas. L'arbitre, il a un choix ici. Il peut essayer de gérer ce joueur-là. Par contre, parce que c'est un non négociable et tous les joueurs devraient avoir la connaissance que l'arbitre va être assez strict sur cet aspect du jeu. Je dirais que en fait non, le pénalité ici c'est vraiment mérité et ça donne l'exemple aux joueurs de ce que nous attendons. En plus, si notamment avec le plaqueur au sol, si nous disons rouler ou plaqueur bouge ou quelque chose comme ça, on a le plaqueur a déjà fait son travail en temps de ralentir l'attaque. Et nous voulons voir cette continuité et cet aspect d'être capable de jouer avec l'espace qui est mérité. Alors ici, si on laisse le jeu jouer avec un ballon lent, est-ce que l'équipe blanc ici a vraiment été capable de travailler avec une défense qui était un peu plus désorganisée et avec un peu plus d'espace? Alors, comme on a dit, une bonne décision ici, claire, qui nous donne cette standard. Aucun effort dès que le plaqueur est au sol. OK. Clear release. Number 9, part of the tackle. Alors, on a l'équipe bleue et
blanc contre l'équipe bleu et blanc. Alors, le Québec contre l'Ontario. Alors, Ontario, ils ont le ballon. Et je pense que si l'arbitre avait le choix, il aurait probablement sifflé un peu plus tôt. Alors, oh, pardon. Alors, on voit ici l'aide plaqueur qui est debout sur ses appuis quand le joueur qui est plaqué tombe au sol. Alors, ce qu'on veut voir, c'est évidemment ce joueur-là qui relâche clairement avant d'essayer de rejouer le ballon. Mais je pense, comme j'ai dit, si l'arbitre avait une autre opportunité, je pense qu'il l'aura sifflé un peu plus tôt. On a terminé avec la bonne décision. Je pense qu'il a essayé pour voir si l'équipe Ontario aura pu avoir la possession sans avoir besoin de siffler. Par contre, à la fin de la journée, on a la propre décision. Ouais, comme j'ai dit, par contre, bonne décision ici, mais je pense qu'on aurait pu avoir il aurait pu siffler un peu plus tôt. Clear release. Number 9, part of the tackle. OK. Alors, nos joueurs arrivants doivent entrer par la porte, pardon, pas par la porte, mais par la porte du plaquage. Et ça inclut les plaqueurs et les aide-plaqueurs. Alors, on n'a pas un exemple vidéo de chacun de ces instants, mais nous allons regarder un exemple de ce que nous voulons voir par rapport aux entrées des joueurs dans un ruck. En fait, c'est un aide-plaqueur. Malheureusement, il n'y a pas d'audio ici, mais on voit l'arbitre qui a une décision assez claire devant lui. Alors, l'aide-plaqueur qui essaie de contester cette phase du jeu au ruck ou le ballon, une position illégale, alors il a entré du côté du ruck. Alors, comme aide-plaqueur, sa responsabilité ici est de remonter sur ses appuis et de retourner sur son côté du ballon pour entrer du ruck par la porte de son côté du ballon. Alors, décision assez claire. Je pense que l'arbitre a dit au sol, mais la première infraction était l'entrée. Aussi, je veux remercier BC Rugby pendant qu'on est ici et Chris Asmus pour m'avoir donné permission d'utiliser plusieurs clips de vidéo de leur plateforme. Alors, on a utilisé leur plateforme quelques clips de plusieurs arbitres et aussi des championnats des moins de 19 ans masculins et seniors féminins et moins 20 féminins de l'année dernière à Saskatoon. Alors, il y a certaines vidéos qui ont des clips des championnats nationaux, de l'audio de l'arbitre. Et la plupart des clips de Colombie-Britannique, malheureusement, n'ont pas d'audio de l'arbitre. Alors, deuxièmement, on veut être sûr que ces joueurs arrivants sont sur leurs appuis. Et un déclencheur qui peut nous aider comme arbitre, si on voit les mains ou les genoux au sol, c'est juste un déclencheur. Ça ne veut pas dire que c'est une pénalité automatique, mais c'est quelque chose que nous voulons utiliser comme pour voir comme comme image pour voir si on a besoin de faire une décision. Alors voici quelques exemples. Un exemple. Alors, décision assez claire ici pour Shanda. Le joueur, le numéro 11, noir, qui entre du côté, je pense aussi, mais certainement pas sur ses appuis, directement au sol. Je pense que c'est une décision assez simple. Alors ça, c'est les images que nous ne voulons pas voir sur le terrain. Voici un autre. Alors,
La raison pour laquelle j'ai mis ça, cette vidéo-là, c'est parce que nous voulons voir ces joueurs qui arrivent des deux côtés, que ce soit aux défenses ou à l'attaque. Alors ici, on voit l'attaqueur qui se met au sol aux situations du plaquage ici, juste avant le joueur noir qui veut contester. Alors, avant qu'on regarde ce clip encore une fois, je vais être sûr qu'on est clair que on voit plusieurs joueurs qui ne sont pas sur leur appui à plusieurs phases du jeu, notamment en attaque avec le premier joueur en support de son coéquipier ou le porteur du ballon, qui souvent juste après un clean-out, qui met ses mains au sol pour essayer de remonter et sécuriser le ballon. Par contre, dans ce contexte ici, ce qu'on voit, c'est le joueur en support de blanc qui se met au sol pour protéger le ballon avant le contest. Alors, si ce joueur essaie de effectuer un clean-out ici d'un de ses joueurs noirs, il n'y aura pas de problème. Par contre, ce qu'il fait avec ce joueur qui fait un bon travail en noir, le défendeur, le plaqueur, de se remonter et relâcher pour essayer de contester, on a cette image d'un joueur en dessous d'un défendeur qui veut contester, et cette action-là doit être pénalisée parce qu'on veut voir cette conteste. Alors, nous allons regarder des autres exemples où on veut récompenser l'équipe qui a bien contesté. Alors, nous pouvons voir un joueur au sol après qu'il a fait un bon travail avec un clean-out. Finalement, avec nos rôles, quand la défense mérite le ballon, le joueur plaqué peut blaguer. Pardon, j'ai regardé 3 fois mes traductions, mais bon. Plaqué doit relâcher le ballon. Et notre déclencheur ici peut être si l'arrivant en défense est direct sur le ballon. Alors, nous ne voulons pas voir l'arrivant qui met ses mains ou ses genoux au sol pour contester et après, dans le clean-out, qui met ses mains sur le ballon. Ils doivent être direct sur le ballon avec un effort de vraiment tirer sur le ballon. Alors, voici quelques exemples. Alors, un très bon travail ici par l'arbitre pour récompenser la défense. Le numéro 12 noir ici. C'est un bon travail d'entrée. Très bon. C'est un contest mérité entre les deux. Alors, si le joueur en rouge ici a pu enlever le défendeur du ballon, je pense que c'est un exemple de là où on peut continuer à jouer. Par contre, le défendeur fait un bon travail direct sur le ballon, sur ses appuis, bonne position de contester. Et après, on dit en anglais, on utilise le mot survive the clean out. Alors, il a resté sur ses appuis et ses mains sur le ballon tout au long du contest du ballon, ici, avec le joueur en support. Et on voit une très bon exemple d'un joueur qui a mérité le ballon. Alors, bon effort ici par l'arbitre. Ce qui nous mène à des situations où nous voulons utiliser ce jugement du contexte. Encore une fois, avec mes traductions, ce que le match a besoin, pas le a besoin, mais le match. Alors, qu'est-ce que le match a besoin? Alors, pour commencer, on peut essayer avec un peu de gestion. Les indications verbales peuvent être très bénéfiques, mais on veut seulement utiliser ces indications une fois et on veut les utiliser quand ils seront efficaces et à un très bon moment. Alors, on va regarder quelques exemples ici.
Hands off. Alors, c'est un très bon exemple d'un arbitre qui utilise très peu de mots pendant le match. Par contre, quand on a quelque chose à dire, c'est super efficace. Alors, je pense qu'il a pensé que l'aide plaqueur ne savait pas si elle était sur le ballon avant le plaquage ou non. Alors, il dit, retirez les mains, s'il vous plaît. Il dit pas s'il vous plaît, mais bon. Alors, c'est un très bon exemple d'un arbitre qui est patient et qui donne une opportunité à Blanc ici Hands off. de réagir à son indication ici verbale. Très bon exemple. Et finalement ici aussi. We've got. No 13. Clear release. You're in tackle assist. Alors, encore une fois, un très bon exemple. Il demande, je pense qu'il y a une familiarité ici entre les joueurs, Dale qui vient d'Ontario et Ontario qui joue. Alors, il demande à numéro 13 de relâcher le ballon. Je pense on veut essayer de donner une couleur si on a le temps. Par contre, notamment dans des situations qui jouent assez vite comme cela, ce qu'il a dit a bien travaillé. Et il donne une explication pendant le match aussi. Alors, ces communications sont seulement si nous avons un peu de temps. Mais encore une fois, un très bon exemple d'un arbitre qui utilise We've got. No 13. Clear release. You're in tackle assist. alors, il utilise le temps qu'il a pour être très clair et il a une commande, une demande qui est très, très efficace. Ce que nous avons noté, c'est que ces indications ne sont pas pour le plaqueur. Alors, comme nous avons dit au tout début, le plaqueur, c'est une des choses. Si le ballon allait toujours être là, oui, on peut demander au plaqueur de bouger. Par contre, si on a des situations où nous avons la probabilité que nous pouvons jouer vite et le plaqueur ne bouge pas, je pense là, c'est juste il faut juste siffler la pénalité et on peut avancer après. Alors, l'autre chose, comme on a dit, c'est d'être sûr que tous nos efforts sont faits, tous nos efforts, tous nos décisions sont fondées sur le fait que le plaqueur n'avait pas un effet sur la contestation du ballon. Alors, ici, dans ces exemples, nous allons demander, est-ce qu'on peut récompenser la défense? Alors, on voit l'arbitre ici, qui n'avait pas un très bon match, ce match-là. Alors, dans cette phase ici, alors on doit vraiment se demander, est-ce que la défense a mérité le ballon et l'opportunité d'avoir un turnover ici? Alors, si on va le regarder encore une fois, au deuxième phase, on va voir que le plaqueur au sol, ce joueur-ci ne bouge pas du sol. Alors, il reste dans un espace où on ne peut pas vraiment effectuer un clean-out de l'équipe noire, mais on donne le ballon à l'équipe rouge quand même. Alors, dans ces exemples ici, je pense soit on donne une pénalité pour le plaqueur qui ne bouge pas, ou on peut peut-être, si vraiment on pense que c'est mérité, avoir un rock qui n'était non complété et avoir on recommence le jeu avec un mêlée. Alors, dans ce contexte-là, on va regarder un exemple qui est assez difficile à interpréter. Je pense qu'on avait un peu de problème avec cet exemple hier. Je vais l'essayer et puis si on a de la difficulté, je vais jouer avec un petit peu. Ouais. Seven. He's fine. Ouais. Alors, on ne voit pas ce qui arrive sur cette version. Alors, je vais jouer avec. Par contre, ce qu'on va voir, c'est le numéro 7 blanc qui est au sol comme plaqueur. Et il y a plusieurs moments dans un match où le plaqueur tombe sur on dit la mauvaise côté ou la côté de l'attaque aux situations du plaquage. Ce qu'on doit être sûr que le plaqueur ne peut pas disparaître.
On ne peut pas anticiper que le plaqueur il disparaît, mais on veut avoir une opportunité pour l'équipe en attaque d'être capable d'effectuer un clean-out. Alors, ce qu'on va voir ici, je pense si je commence par ici, on va voir le plaqueur qui ne donne pas une opportunité aux cleaners de vraiment être capable de pousser à cette phase de contact. Alors, on avait beaucoup de discussions par rapport à ce clip quand on était à cette championnat. Je pense que celui-là, c'était match senior 2017. Alors, c'est vraiment une situation assez compliquée parce que on veut voir le plaqueur qui bouge, qui n'a pas cet effet. Par contre, on sait que en fait, le numéro 7 était assez loin du ballon. Et ce qu'on a décidé, c'est que on doit voir le plaqueur bouger de un côté ou l'autre, alors ouest ou est, et non pas sud, dans la direction de là où les joueurs en attaque vont venir. Et je pense, avec cette idée avec cette idée en place, on peut avoir plus de consistency. Et c'est un clip assez intéressant. Alors, une des choses que nous pouvons essayer d'utiliser, c'est un peu de patience. Alors, on dit souvent de prendre de prendre une, oh God, a breath. J'ai oublié le mot en français, pardon. Mais donnez-vous un moment, en essence, pour voir si le jeu peut prendre en charge ce qui devrait se passer. Alors ici, on va voir du bon travail des arbitres qui sont patients dans un contexte qui mérite cette patience, là où on peut récompenser la défense. First on. Alors, bien travaillé par l'arbitre ici qui dit seulement first on. Alors, le premier arrivant est direct sur le ballon et elle avait mérité la conteste du ballon et d'avoir le ballon. La situation était assez statique pour que on pouvait donner le temps pour que cette joueur obtienne le ballon et on peut continuer le jeu avec l'équipe en bleu foncé qui joue le ballon. Il y avait une question hier par rapport à est-ce qu'on joue l'avantage ici et la réponse est non parce que la récompense ici dans cette situation est d'avoir le ballon. Alors, si nous jouons l'avantage, est-ce que l'équipe bleu foncé ici ou de Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, est-ce qu'ils ont pu jouer plus vite avec ce ballon si on donne l'avantage? Probablement pas. Est-ce qu'ils méritent une pénalité? Je pense pas parce que ils ont obtenu le ballon. Alors pourquoi est-ce qu'on va arrêter le match dans une situation où oui, c'est un peu lent, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de différence dans le résultat. Alors, bien travaillé par l'arbitre, il dit rien ici, il veut essayer de voir est-ce qu'on va avoir cette conteste, est-ce que le clean-out va être effectif? Non, on a un turnover ici, et puis on va continuer avec le match. Voici un exemple plus vite. Très bonne patience par l'arbitre. On n'a rien besoin de dire. Premier arrivant en bleu, clairement sur ses appuis, direct sur le ballon. Clean-up n'est pas effectif, mais on peut continuer le jeu. Alors, deux situations qui ont le même résultat, c'est juste le temps et le timing qui est un peu plus ralenti ou plus vite d'un cas à l'autre. Alors, c'est ici où on peut être dans un peu de difficulté si nous avons un peu trop de patience. Alors, voici quelques exemples. On va regarder et demander quel est l'effet ici si nous attendons trop longtemps pour prendre une décision.
Alors, le résultat est correct. On veut avoir une pénalité ici pour le joueur en bleu, pour le joueur plaqué, pour ne pas avoir relâché le ballon au sol. On avait clairement un joueur défendeur en rouge, deux défendeurs en rouge qui étaient direct sur le ballon. Et on a un contest ici pour essayer l'équipe attaquant pour essayer d'effectuer leur clean-out. Alors, je pense que si l'arbitre aurait voulu le refaire, juste avant d'aller du côté gauche du plaquage au côté droite, c'est probablement là où il aurait voulu faire siffler pour faire sa décision. Je pense là, c'est assez de temps pour voir si le clean-out est effectif. À ce moment-ci, quand on revient, c'est là où on peut avoir des joueurs qui entrent pour essayer de vraiment enlever un joueur sur le ballon. Et souvent, c'est ces joueurs qui n'utilisent pas leurs bras et qui viennent de très loin pour charger dans un rock. Alors, c'est ces situations-là qu'on veut essayer d'éviter. À la fin de la journée, on a le bon résultat et je sais que l'arbitre voulait essayer de voir si on pouvait jouer, mais c'est juste un peu trop long. Ici, c'est un exemple de prendre un peu trop de temps pour faire une décision quand nous pensons un peu trop dans une situation qui est probablement un peu plus simple. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est le joueur en noir qui a bien relâché pour essayer de contester le plaqueur. Alors, le plaqueur, bien fait pour retourner sur ses appuis, il entre de son côté de la porte du plaquage, il conteste le ballon. Par contre, le clean-out qui vient, est-ce qu'il l'enlève du ballon? Oui. Est-ce que le ballon est disponible pour jouer? Oui. Et le 9 le joue avant qu'on siffle. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on mérite de récompenser la défense? Probablement pas. Alors, c'est là où on peut prendre un peu trop de temps en termes de on a trop pensé d'une situation qui est probablement un peu plus simple. Alors, dans ce contexte, si on le regarde encore une fois, plaqueur bien travaillé, clean-out qui vient, ballon qui est disponible, on joue, et voilà. Alors, dans ces instants, pour moi, un déclencheur qui m'aide, c'est est-ce que je peux laisser le clean-out faire le travail pour éviter que je dois siffler. Notamment dans des instants où il y a beaucoup de défendeurs ou un défendeur qui est très bon à se mettre sur le ballon, sur ses appuis pour contester. Si nous avons une possibilité d'avoir le clean-out faire le travail, là, pour moi, j'ai pas besoin de trop siffler. Alors, voici quelques exemples. Ces exemples, nous allons donner aussi des exemples des actions positives du côté de l'attaque qu'on veut voir en termes d'effectuer cette clean-out. Oui, ils sont au sol après, mais nous allons regarder pourquoi on veut continuer à jouer dans ces instants. Alors, c'est très bien fait d'être patient par l'arbitre ici. On va voir du mêlée, numéro 9 bleu qui entre en contact. On a le joueur noir qui est sur ses appuis pour contester et on a un clean-out qui vient pour l'enlever du ballon. Alors, ce qu'on dit en anglais, c'est weak opposition et ça ne veut pas dire que la défendeur n'est pas forte ou n'est pas dans une bonne position sur ses appuis. Ça veut juste dire qu'avec 3 joueurs en bleu qui effectuent ce clean-out, Noir n'a pas d'opportunité de vraiment rester sur ses appuis. Quand elle tombe au sol, évidemment, les joueurs bleus vont tomber au sol. Et là, on dit,
je pense qu'ils ont fait assez pour gagner la possession du ballon. On veut recommencer on veut continuer ce match avec l'équipe bleue en possession qui vont jouer le ballon ici. Alors encore une fois, bonne position par le défendeur, un bon clean out. Ils sont au sol, mais ils ont bien mérité le ballon qui est disponible et on peut continuer à jouer. Voici un autre exemple, exactement la même. On a un défendeur ici en jaune, bleu et jaune, sur ses appuis, mais le clean out effectue son travail. Alors c'est très bien fait par l'arbitre ici de laisser la conteste faire le travail pour lui. Over. No survival now. Hold back. OK. Alors finalement, on veut essayer de seulement siffler ce qui est clair pour tout le monde. Alors la plupart des fois, notamment au niveau que nous allons arbitrer, il y a plusieurs décisions qui peuvent être 50-50. On peut pénaliser la défense, on peut pénaliser l'attaque, on peut avoir un rock qui est un peu long, mais à la fin de la journée, est-ce qu'on peut continuer à jouer? Alors si oui, on veut essayer de garder ces appels en poche. Voici quelques exemples dans ce que nous parlons. Alors, voici un exemple d'un rock qui n'est pas très beau. Par contre, on a l'habilité de jouer, à continuer à jouer. Alors, on va voir le premier arrivant en défense qui est dans une position pour contester, mais ils ne sont pas dans une position très, très forte ou très stable. Nous avons un joueur en support ici qui n'est probablement pas dans la meilleure position et qui est aussi beaucoup plus petit que le joueur en défense. Alors, ce que nous avons, c'est un rock qui tombe. Par contre, est-ce qu'il y a une décision claire pour nous? Probablement pas. Mais nous avons le ballon qui est disponible. Là, je pense qu'on peut vraiment jouer ici. Alors, c'était très bien fait par l'arbitre en train de laisser le jeu avoir un peu de temps pour nous donner la réponse. Alors, c'est bien fait ici. Voici un autre exemple. Alors, ça prend un peu de temps, juste une fraction de seconde un peu plus long que peut-être on voudra. Par contre, juste là où on peut-être veut siffler, on voit que le ballon il sort et que l'attaque a une opportunité de jouer le ballon. Est-ce que la défense a bien travaillé pour absolument mériter le ballon? Probablement pas. Alors pourquoi est-ce qu'on doit siffler ici? Je pense que c'est une très bonne gestion du situation et arbitrage ici par l'arbitre pour laisser ce jeu juste assez de temps pour que le ballon il sort. Et voilà. Et après, on a un arrêt de jeu, en tout cas. OK. Alors, pour être sûr que tout le monde est sur la même page, nous allons retourner au jeu déloyal, au plaquage et au rock. C'est évidemment l'aspect de sécurité et la phase du jeu où nous voulons être très stricts avec nos interprétations. Alors, voici les ressources que nous mettons à chaque module et à chaque présentation de nos séries de séminaires de web. Par contre, nous allons regarder à ces exemples spécifiques de pénalités, de carton jaune et de carton rouge. Alors, nous allons les regarder et après, nous pouvons en discuter encore. It's the new instruction
This is a tackle. He catches him on the shoulder, slips up, penalty, nothing else. OK. Alors, juste pour être clair, pourquoi on doit pénaliser ici? Alors, ignorer un petit peu la discussion parce que nous n'avons pas d'arbitre vidéo et nous n'avons pas pour la plupart de nous à chaque samedi ou à chaque match que nous arbitrons des arbitres assistants non plus. Alors, nous devons faire des décisions qui sont assez correctes et ils ont une interprétation stricte. La raison est parce que nous voulons être sûrs que les joueurs comprennent pourquoi nous avons des interprétations strictes. C'est pour s'assurer de la sécurité des joueurs sur le terrain. Alors, dans cet instant, je pense qu'on peut considérer, c'est le fait que le plaquage commence aux lignes des épaules et monte au-dessus de la ligne des épaules. Un petit peu de contact sur le cou par la complétion, quand le plaquage est complété. Par contre, c'est pas assez nécessairement de mériter plus. Le joueur remonte, il n'y a personne qui est blessé, il n'y a pas une action absolument dangereuse. C'est dangereux, oui, mais c'est pas une situation super grave. Alors, je pense que c'est une bonne décision de simplement pénaliser. Et ça revient au fait que nous voulons être ballon en ligne quand nous voyons ces points de contact, parce que s'il y a trop de joueurs entre nous et le porteur du ballon, nous allons avoir la difficulté à vraiment voir ces points de contact. Alors, le carton jaune. Non, comment ça, c'est carton rouge. Pardon, pénalité. Voici. Pour quelques raisons, pour une raison haute, ça ne. Carton rouge. Celui-là. Je pense que celui-là, c'est carton rouge aussi. Ouais. Well met on the gain line there, Vunipola, but it's only temporary. Cruz at the back, well that's high, that's very high from James Johnston. Yes. No place for that, it's just lazy. Alors, really. You've got to get a bit lower. Dans nos contextes au Canada, comme nous avons dit, avec pas d'arbitrage vidéo et d'arbitre assistant, nous voyons ce contact initial aux têtes par rapport au plaqueur. Est-ce que ça mérite une carton rouge? Probablement, oui, avec ce que nous voyons. Alors, World Rugby nous dit, ouais, c'est probablement un carton jaune, mais ça, c'est avec on peut revoir les angles, on peut revoir en temps à mi-temps, comment dire, half speed. Alors, ça nous donne pas la réalité que nous avons au sol. Alors, si nous voyons un plaquage comme ça et qu'on donne une carton rouge, absolument pas de problème. Parce que nous voulons avoir cet aspect d'être sûr que les joueurs comprennent pourquoi nous avons ces décisions. C'est parce qu'on veut voir la sécurité de tous nos joueurs sur le terrain. Alors, voici une carton rouge claire. On a la contact qui commence au-dessus des épaules et direct sur le cou et la tête. Et après, le plaquage est complété par le plaqueur et il prend le joueur au sol par la tête. Alors ça, c'est une carton rouge claire à chaque jour et ça doit être une décision que nous donnons.
pendant un match. Je pense que c'était un carton jaune au match, mais on veut vraiment voir des cartons rouges là. Et voici un dernier carton rouge. Alors, l'action est claire du joueur de ne pas se baisser au plaquage. Et à l'épaule qui étend, c'est qui est le premier point de contact sur la tête du joueur bleu. Alors, à chaque jour, c'est un carton rouge là. Alors, voilà quelques exemples. Si vous voulez encore un peu plus, il y en a encore sur le site ici du Rugby Canada, le playlist 2017. Finalement, il y a aussi des opportunités de voir du jeu déloyal au ruck. Alors, nous allons voir ici un exemple d'un joueur en attaque qui prend un joueur opposé au-delà du ruck, qui donne un espace pour le porteur du ballon, le prochain porteur du ballon après le plaquage, qui va prendre cet espace-là. OK, alors c'est difficile à voir, mais nous allons voir ici le joueur rouge qui vient en retard. Juste en face ici, je pense que c'est le 13, qui prend le joueur bleu ici du côté du ruck, bien après le ruck. Et après, on voit le porteur du ballon qui prend cet espace ici. Alors, c'est un aspect du jeu qu'on ne veut pas voir parce que ça donne une opportunité à l'attaque de prendre des espaces qui n'étaient pas forcément mérités. Alors, juste pour le regarder encore une fois. OK, on peut avoir des tours du cou. Alors, des clean-out qui se passent autour du cou ici. Alors, très bon travail ici par l'arbitre. Prend son temps. Je pense que c'était un carton jaune sur le terrain. Pas de problème. Le contact est direct autour du cou par le 7 blanc ici et qui complète le clean-out. Complète le clean-out autour du cou et qui descend sur qui met le numéro 10 bleu dans une position très dangereuse. Alors ici, ce sont des exemples d'un joueur qui charge dans un ruck. C'est super dangereux ce que ce joueur a fait ici. Alors, on va voir le porteur du ballon ici qui vient se plaquer. Il va remonter et au prochain ruck, il va descendre avec son épaule sur le joueur ici en rouge qui était déjà enlevé du ballon. Alors, il y a un bon clean-out ici par l'équipe en noir ou bleu. Et le clean-out est déjà effectué. Le contest est terminé et le joueur vient quand même pour effectuer un autre clean-out au sol. Super dangereux avec son épaule. Carton rouge chaque fois qu'on voit cette action. Et voici un autre exemple. Un peu difficile à voir peut-être. Alors. On va voir après une brise de la ligne ici par le joueur en blanc, le supporter qui vient. Pardon. Avec le scrum cap. Ici, le 3 blanc
qui va venir avec son épaule dans cette situation et on va voir le défendeur qui va vraiment très loin après le contact. Alors, le problème, c'est qu'il a son épaule qui est le premier point de contact dans ce rock et non pas ses bras. Difficile à voir, mais c'est une action que de si loin, qui vient de si loin, peut vraiment blesser et mettre en position dangereuse le joueur qui essaie de contester cette phase du jeu. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas voir des clean-outs qui sont effectifs, mais on veut les voir d'une manière sécuritaire. OK. Finalement, nos notes pour nos entraîneurs d'arbitre. On veut commencer avec quelques questions. Alors, est-ce que l'arbitre commence par se mettre dans la meilleure position pour réussir? Si nous remarquons des décisions qui ne sont pas correctes, probablement, on veut voir est-ce que l'arbitre devrait se positionner différemment pour voir ce qui est pertinent. La plupart du temps, quand on ne voit pas des décisions correctes de phase à phase ou entre certaines phases du jeu, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas dans une position de vraiment voir la première infraction ou les infractions, si on a plusieurs. Alors, est-ce qu'on doit recommencer avec cet aspect de positionnement? Et finalement, est-ce que c'est impossible pour un arbitre de travailler sur tout ce que nous avons discuté à la même fois? Évidemment, dans un match. Alors, est-ce qu'ils ont identifié ce qu'ils avaient besoin de travailler avant le match et ont-ils identifié un processus pour cela? Ce processus est individuel. Certains ont besoin d'une liste de contrôle. D'autres ont besoin des images de scénario et d'autres ont besoin des déclencheurs verbaux. Alors, c'est notre responsabilité quand nous essayons de travailler avec un arbitre de voir qu'est-ce que eux ils ont besoin. Si on n'est pas conscient de ce que eux ils ont besoin, c'est notre c'est à nous de vraiment travailler avec eux pour voir si on peut leur aider avec ces aspects de leur processus. Et bon, ça c'est, je pense pour moi, les deux aspects les plus importants que nous pouvons donner parce que c'est très difficile, je pense, pour nous de dire oh, ils ont besoin de voir plus d'images, mais peut-être c'est pas des images qui marchent pour eux. Alors c'est juste notre responsabilité de vraiment leur aider à identifier ce que marche pour eux de match à match à match. Il y a plus de plaquage et de rock qu'autres aspects ou d'autres phases du jeu dans un match de rugby. Beaucoup plus. Alors, c'est l'aspect le plus difficile et le plus long à essayer de faire des corrections ou de travailler là-dessus. Alors, on doit être assez patient, mais on doit vraiment travailler sur ce processus de décision pour être clair que cet arbitre est capable de trouver leur propre solution à ce qu'ils ont besoin. Alors, merci. Voilà la présentation pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en bas. Nous allons donner quelques minutes ici. Le prochain séminaire de web sera le 15 mai sur le mêlée. Le 15 mai sur le mêlée en français. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, alors nous allons terminer là. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine.